tort, on défake sur les fakes. Alors une vidéo un peu plus courte qu'à l'accoutumée, mais c'est pour évoquer un sujet d'une actualité brûlante. Nous vivons l'irruption dans le champ médiatique des fausses nouvelles, les fake news. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Ce nouveau dispositif impliquera un devoir d'intervention de la part des intermédiaires techniques afin de retirer rapidement tout contenu illicite porté à leur connaissance. Le contenu de ce texte sera détaillé dans les semaines qui viennent. Alors effectivement, le texte du projet de loi, il est connu maintenant, il a été diffusé le 7 mars par Dex Impact, on peut le télécharger, vous avez les liens. Hein. Alors donc il y a une partie du texte qui concerne les mesures en période électorale, et puis des articles qui vont s'appliquer en permanence. Et en particulier, il y a des dispositions qui modifient la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui visent donc les intermédiaires techniques sur Internet, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les plateformes. Et en gros, là, c'est souligné dans l'article sur Next Impact, on va inciter ces diffuseurs à retirer systématiquement tout contenu susceptible d'être une fake news. Faute de quoi, ils engageraient leur propre responsabilité. Et bien, la conséquence de ça, le risque, c'est que dès qu'un contenu va être signalé par un utilisateur, l'hébergeur ou le réseau social va le supprimer par précaution, avant même de le faire passer aux autorités compétentes, pour éviter d'être emmerdé lui-même. Donc, on risque d'avoir de la censure préventive. Et c'est d'autant plus compliqué que ce texte, il donne pas de définition très précise de ce que c'est qu'une fausse information, donc ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Alors à partir de là, tout le monde peut très bien décider que c'est complètement inapplicable, et que c'est juste une loi pour faire de la com', pour gesticuler et montrer qu'on fait des choses, mais qu'au fond, ça sert à rien du tout. Ou par contre, ça peut devenir une vraie bombe à retardement le jour où on aura des extrêmes qui arriveront au pouvoir et qui décideront de s'en servir, puisque là, tout est en place pour faire de la censure. Il est évident que nous devons continuer à responsabiliser les plateformes et les diffuseurs sur Internet, qui ne peuvent continuer de mélanger toutes les catégories d'informations. Oui, non, mais ça, c'est la théorie. Hein. Le problème, c'est que pour ceux qui répandent des fausses informations par défiance envers le système, les censurer, ça va faire quoi? Ça va faire que renforcer leur discours. Et parfois leurs croyances. Là, par exemple, une vidéo qui vient de sortir d'un youtubeur qui a été victime d'une censure. Alors, comme d'habitude, je floute le nom. Moi, mon objectif, c'est pas d'afficher les gens. C'est juste pour étudier un cas. Là, on n'est pas là pour faire de l'attaque personnelle. Regardez ce qui se passe. Ma vidéo qui dérange. Alerte, fausse neige, mars 2018. Je te lis. Conformément au règlement de la communauté, donc YouTube, une limite d'âge fixée à 18 ans a été appliquée à cette vidéo. C'est bizarre quand même. Tout le monde dit que c'est faux ce que je dis. Alors c'est tellement faux, ça intéresse. Là, on est monté en haut lieu. Je suis arrivé à l'Elysée, là, tu vois. Là, on est arrivé à Washington, là, tu vois. C'est direct, je tape dans le haut de la pyramide. Alors, ça a l'air énorme, son truc. Mais de quoi il parle exactement quand il pense qu'il a fait une vidéo qui dérange à ce point-là? Eh bien, figurez-vous que c'est une histoire de boule de neige. Regardez. Une boule de neige récupérée devant toi. La neige noircie. Comme m'avait dit un gars hier dans les commentaires. T'es d'accord, c'est noir. PVC. Et c'est pas la première. Vous en avez vu sûrement circuler pas mal dernièrement, des vidéos où des gens font cette expérience. Même le Monde en a parlé, du coup. Non seulement la neige, elle fond pas, mais elle noircit. Et il y a une sale odeur de plastique. C'est un petit peu bizarre. Des gens qui font brûler de la neige, donc pour montrer qu'elle serait en plastique. C'est une expérience virale, on voit revenir ça régulièrement l'hiver. Là, vous avez une autre vidéo du genre. Une autre encore, là, celle-là c'était à Lyon. Là, vous voyez dans les commentaires, quelqu'un qui répond au gars même, « Écoute, il vient de neiger chez moi, j'obtiens le même résultat que toi dans l'Aveyron. » Enfin bref, c'est fou, ce serait visiblement un phénomène généralisé sur tout le territoire, sur toute la France. La neige tombée cet hiver, c'est du plastique. Et alors, si leur vidéo est signalée et que l'accès devient limité, comme ça a été le cas pour ce gars-là, et bien là, vous allez voir arriver d'autres vidéos derrière, comme celle-ci. J'ai le droit de faire appel. C'est un droit qui m'est apparti. Est-ce que je veux faire appel? Non. Non, je vous laisse faire. Ça me convient. Cette censure me convient. Voilà, j'en ferai...
J'en ferai mes choux gras. Voilà le problème. Du coup, les gars, ils vont se victimiser, ils vont en faire des tonnes. Et ça peut aller encore plus loin. Là, vous allez voir. Ça, c'est après que d'autres personnes soient venues essayer de lui expliquer dans les commentaires qu'en fait, il avait tort. Du pain béni, interdit de séjour. Je veux pas de gens comme vous chez moi, donc je vous vire, je ne veux pas vous entendre. Alors, allez vous cultiver les bacs plus 6, au lieu de nous faire la leçon. Bande de trous du cul. Vous vous prenez pour qui? Vous n'avez aucune culture. Non, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais non. Il a dit bande de trous d'écu. C'est-à-dire que l'écu est une monnaie ancienne, et je pense qu'il fait référence à ces monnaies qui avaient des trous, vous savez. C'est sans doute pour faire une image qui renvoie à la vacuité de votre culture, je ne sais pas. En tout cas, alors, techniquement, un numismate vous dirait, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'écu n'avait pas de trous. L'écu n'avait pas de trous, ce qui d'ailleurs était pas forcément très pratique, hein, quand on y pense. Virer ces trous de balle. Alors, sinon, oui, voilà, effectivement, sinon, avec une balle, un bon tireur serait capable de faire un trou dans une pièce de monnaie, et là, et d'ailleurs, ça aurait été bien utile avec l'écu, puisque du coup, ça aurait permis de trouver l'écu, ça aurait quand même été beaucoup plus pratique. Bande de trous du cul. Eh ben oui, voilà, et ben il a dit bande de trous du cul, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas bien, effectivement, c'est pas bien. Et donc voilà, le problème avec la censure, c'est que dès le départ, ça entretient l'idée qu'il y a un complot, ça renforce la méfiance, et c'est l'effet boule de neige. Voilà. Et après, la censure appelle la censure, là en plus on a les injures, et vous voyez, la neige elle est dégueulasse, elle ramasse tout ce qui traîne sur son passage, et c'est là que commence l'effet boule de merde. Et ça finit par déplacer le débat sur le terrain de la liberté d'expression, et au final, une vidéo dont on pouvait voir en 30 secondes qu'elle ne tenait pas la route, et ben c'est devenu un feuilleton sur 10 épisodes. Bref, pour ma part, je suis vraiment pas convaincu que légiférer ce soit la bonne solution, mais tout le monde n'est pas de mon avis. Par exemple, il y a Nicole Ferroni qui s'adresse à Emmanuel Macron, là, dans cette vidéo, pour lui dire qu'il a raison. Alors vous la connaissez peut-être, hein, elle est chroniqueuse sur France Inter, mais elle fait aussi des vidéos sur YouTube de temps en temps. Moi je trouve que vous avez au contraire plutôt raison de vouloir réguler ce qui se raconte, parce que quand on voit ce qui se dit en ce moment, là je regardais d'ailleurs ce matin, il y a un type, je vais vous montrer parce que c'est rigolo, il parle de vous justement. Regardez bien, ça va vous faire rire. L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Gros mytho, le mec il fait croire que votre promesse de campagne sur le casier judiciaire vierge a été promulguée alors que rien à voir. Si ça avait été un casier judiciaire vierge exigé qu'on avait fait passer comme loi, et ben au moment où la loi elle passe, ça veut dire qu'il faut que ton casier soit vierge, donc que tu n'aies jamais fait de bêtises dans ta vie. Alors que la peine d'inéligibilité, le principe c'est qu'on te rend inéligible à partir du moment où tu fais une bêtise, mais à partir du moment où la loi elle est passée. Or la loi elle est passée en septembre 2017, ce qui veut dire que si genre tu as fait de la fraude fiscale en 2016, tu peux pas être candidat? Bah oui. Et si tu as fait vendu ta mère en 2012, tu peux être candidat? Bah oui. Oui, donc en fait, tu peux être candidat avec un casier pas vierge du tout. Et du coup, je sais pas comment s'appelle ce bonhomme qui fait croire à ce genre de fausses informations. Et vous inquiétez pas que dès que vous aurez passé votre loi anti-fake news, hein, lui, hein. Bref, voilà, effectivement, hein, les fake news, ça concerne tout le monde. Alors, en plus de la censure, Emmanuel Macron a soumis une autre idée aux journalistes pendant qu'il adressait ses vœux à la presse. Mais le deuxième type d'action indispensable dépend de vous. Je sais que beaucoup parmi vous réfléchissent sur la déontologie du métier de journaliste. Et la démarche de Reporters sans frontières d'inventer une forme de certification des organes de presse respectant la déontologie du métier me paraît à cet égard non seulement intéressante mais souhaitable. Il vous revient d'organiser en quelque sorte les règles de votre profession. Si nous ne voulons plus que tout puisse se valoir et qu'aucune hiérarchie ne soit faite. Oui, mais là, ça concerne surtout les journalistes entre eux, les médias établis. Un des objectifs d'une initiative comme celle-là, à mon avis, c'est de faire barrière à des médias très orientés comme la chaîne russe RT. Mais le problème, c'est que dans tous les cas, ça va pas vraiment impacter la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux, tout ça. C'est sur des médias comme YouTube, moi je l'ai bien vu, hein, dès qu'on essaye de montrer qu'une vidéo prend appui sur du fake, les auteurs se victimisent, ils s'imaginent qu'on vient faire des attaques personnelles, et ils se réfugient systématiquement derrière le même argumentaire. Jacques Grimaud dénonce les critiques dont il fait l'objet. Il se réfugie derrière la liberté d'expression. Ces personnes veulent ignorer, semble-t-il, la Déclaration des droits de l'homme en 1948 qui autorise toute personne à exprimer ses idées dans le cadre, avec le support et dans les conditions qu'elle décide et non pas le voisin ou une tierce personne. À mon avis, la liberté d'expression n'empêche en rien la nécessité de réflexion, et c'est peut-être là où le bas blesse. Je te laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, moi, j'empêche personne de s'exprimer, c'est certainement pas le but. Par contre, quand on me raconte des conneries, je m'estime en droit de les contredire, voilà. Et c'est le problème de la liberté d'expression, c'est que ça marche dans les deux sens. En tout cas,
Pour moi, la solution, elle est ni dans la censure à outrance, ni dans le fait que certains médias en recommandent d'autres. Ce qui importe, c'est que le citoyen, il soit capable de faire lui-même la différence, et donc ce qui compte, c'est l'éducation. Elle est là la solution, l'éducation, éduquer aux médias, donner à chacun les réflexes de vérifier ses sources, de croiser des sources, de vérifier la rigueur des expériences, bref, de mettre en route son esprit critique pour éviter de gober n'importe quoi. Voilà. Alors tenez, on va faire un petit test, hein. Fake news ou pas fake news? Faites confiance à votre intuition. Premier cas, Domino's Pizza utilise désormais uniquement de la viande halal sur tout le territoire français. Qu'en pensez-vous? Ok, alors, on a quoi là-dessus? On a une photo d'un comptoir de chez Domino's, ok. Il n'y a pas de viande dessus, bon, ça ne permettra pas de trancher. Et sinon, eh ben rien, il n'y a pas une source de cité, on ne sait pas d'où vient l'info, donc ça sent quand même un peu la rumeur bidon. Et évidemment, il suffirait de 5 secondes pour vérifier. Ils font toujours des pizzas avec des lardons, donc du coup on se demande si quand même tout ça est bien halal. Hein, donc, fake. Et venez pas me dire que je bosse pour Domino's, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas leur pizza. Deuxième cas, manifestation en avril 2016 contre la loi El Khomri. Et ne venez pas non plus me dire que je bosse pour El Khomri, j'étais contre. Bref, Valorant de Saint-Just, du Front National de l'époque, Rassemblement National aujourd'hui, dénonce les violences faites aux policiers pendant la manifestation. C'est de lui qu'il est solidaire, ok, mais est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? À part le sang. Mais là, sur le bras du policier, ça c'est pas le drapeau français. Ok, bon, peut-être qu'on le voit pas super bien vu la qualité d'image, mais je vous le dis, c'est le drapeau de la Thaïlande. Et ça aurait tout aussi bien pu être celui du Mexique, c'est la même, ça veut dire que ce n'est pas un policier français. Alors pour vérifier, vous faites comme Samuel Laurent, le journaliste qu'il avait découvert à l'époque, vous faites une recherche sur l'image, et en 3 secondes, Google Images vous retrouve que c'est un policier thaïlandais, hein, sur une image qui date de 2014. Donc voilà, déjà qu'au départ, le tweet de Valorant de Saint-Just, ça nous faisait une belle jambe. Hein, là, de savoir qu'il est solidaire du policier thaïlandais, une belle jambe, ça nous en fait une deuxième, hein, et on va pouvoir bien prendre appui dessus, pour lui botter le derrière de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Hein. À mon avis, il n'a pas dû en soutenir beaucoup des policiers à la manif. Il a dû tweeter ça depuis un salon. Bref, il nous a bien pris pour des pas beaux, ce salonnard. Troisième cas, octobre 2016, Nadine Morano, qui est pas mal à droite, retweet une photo de l'expulsion de la jungle à Calais, hein, vous savez, les migrants qui étaient rassemblés là en attendant d'essayer de pouvoir passer en Angleterre. Et donc, ils ont mis le feu avant leur départ, ils respectent pas la France, laxisme, expulsion immédiate. Et c'était pas la première à le reprendre, hein. Il y a eu du monde qui l'a fait circuler, avec des commentaires très teintés d'idéologie. Et vous, qu'est-ce que vous diriez de tout ça? Mais le problème, c'est que là non plus, il n'y a pas vraiment de source de l'image, hein, donc on a envie de faire une recherche pour savoir d'où ça vient, et du coup, comme précédemment, on va vite trouver que c'était quelque part ailleurs, hein, voilà, en Slovénie en 2015, donc. Avant de vouloir jouer les du Guesclin à faire respecter la France, commence par respecter un peu les Français à qui tu t'adresses déjà, hein, et spéciale dédicace à Cyrus Prout. Quatrième cas. Donc là, on nous explique qu'il y a une petite fille syrienne qui a été sauvée 3 fois en 3 jours. C'est bizarre. Manipulation des médias de propagande, hein, pour promouvoir les casques blancs qui seraient en fait sauveteurs le jour et rebelles islamistes la nuit. Alors, est-ce que ça cloche d'après vous? Pour moi, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'elle a exactement les mêmes vêtements, avec le même désordre dans la coupe de cheveux. Hein. C'est fou que après chaque sauvetage sur 3 jours, elle soit restée quand même exactement dans le même état. Donc là aussi, ça pousse à vérifier un peu. Donc il suffit de chercher sur Google Images, et on va trouver rapidement les photos d'origine qui ont été utilisées dans le montage. On y retrouve même d'autres photos qui ont été prises le même jour, et du coup, avec tout ça, on va reconstituer la scène, et puis voilà, on va se rendre compte qu'il y a simplement eu 3 personnes qui ont successivement porté la petite fille, le soldat qui l'a sorti des décombres, quelqu'un qui l'a amené jusqu'au secours, et l'ambulancier qui l'a prise en charge. Donc, fake. Assez osé, hein. Là, le gars, il dénonce la manipulation en te manipulant, hein. C'est un peu l'arroseur arrosé. Ou si vous préférez une autre image, ça revient à monter chier sur l'hydrocureuse, hein. Pour ceux qui sont dans le domaine de l'excrément, ça leur parlera. Je trouve que l'image est meilleure pour parler de la démarche, parce que là, on sent que ça pue vraiment, quoi. Allez, dernier cas. Là, ça se passe en Norvège, mais je vous ai mis la traduction, hein. Ça vient d'un groupe nationaliste aussi, La Patrie d'abord. Ah, vous avez compris un peu l'idée, je vous ai fait un combo de fake un peu idéologiste, quoi. Donc là, on a visiblement pas mal de gens qui ont été inquiétés par ces 6 femmes en burqa dans un bus, hein. Alors, ça a commenté, ça a partagé, plus de 1600 fois, bref, ça a pas mal circulé, quoi. L'islamisme est à nos portes, il est dans nos bus, voilà. Et alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense juste qu'ils ont des sièges assez stylés en Norvège, hein, vu que c'est simplement 6 places vides, hein.
Les sièges sont bleus et ils ont des appuis-têtes, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut déduire de cette image. Alors on est d'accord que toute cette triste série de fakes, là, ils étaient tous hyper grossiers, mais pourtant ça n'a pas empêché qu'ils soient retweetés, partagés, rediffusés. Et la revue Science a publié début mars une étude du MIT sur des milliers de rumeurs qui ont été partagées entre 2006 et 2017, et on y découvre que les fake news ont 70% de probabilité de plus d'être retweetées. En général parce que elles sont sensationnelles, elles présentent un caractère très nouveau, vu que ce sont des infos qu'on n'a encore jamais entendues au moment où on les découvre, du coup on a envie de les faire connaître, quoi. Et d'ailleurs, elles sont davantage partagées par des humains que par des robots, c'est-à-dire les algorithmes qui rediffusent automatiquement les infos. Bon, c'est humain comme comportement, mais attention, errare humanum est, et persistare diabolicum. Et là, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez aucune culture. Bande de trous du cul. Bref, à mon avis, la première règle qu'on devrait enseigner, c'est la suivante. Je ne partage rien, je ne diffuse rien, je ne retweete rien, tant que je ne l'ai pas vérifié. Voilà. Même si, a priori, c'est en accord avec mes idées, et en particulier si j'ai des idées moisies. Alors vous allez me dire, bon, mais si c'est pas juste une photo, quand c'est quelque chose qu'on peut expérimenter soi-même, comme l'histoire de la neige en plastique, là, comment peut-on faire? Eh bien, on peut essayer de vérifier l'expérience, mais en se plaçant dans une vraie démarche scientifique. On observe quelque chose qui se produit. On essaye de comprendre le phénomène, on tente de l'expliquer, et là, on émet des hypothèses et on construit une autre théorie. Et les hypothèses doivent être vérifiées ou invalidées par l'expérience. Donc si la théorie est complète, elle permet de prédire le résultat de toute expérience, et on va donc vérifier par l'expérience si la théorie tient la route ou pas, à travers l'observation des résultats. Et là, si on observe des anomalies par rapport aux résultats qu'on avait prévus, on peut être amené à affiner à nouveau la théorie, ou bien à la remettre en cause. Voilà. Alors figurez-vous que justement, Promethium a appliqué la démarche sur cette fameuse histoire de neige. Promethium, vous vous souvenez, c'est celui qui au cours du dernier épisode était venu nous expliquer comment faire de l'homéopathie par soi-même. Eh bien, dans sa nouvelle vidéo dont vous allez trouver le lien ici, il va nous permettre de comprendre pourquoi la neige brûle. En voici un extrait. Alors oui, on va donc essayer de faire cette expérience, car comme tout bon scientifique, moi, j'aime reproduire les résultats. Je me sens très ridicule de dire ça, mais on va essayer de brûler de la neige. Effectivement, j'ai des petites traces toutes noires qui apparaissent. Alors, voyons voir ce que c'est. Alors, dans les briquets, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord du butane. Le butane, c'est cette molécule qui est ici. Donc on a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. On va la faire réagir avec l'oxygène de l'air. Tout ça, ça va réagir pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Il faut tout d'abord équilibrer l'équation, c'est-à-dire avoir autant d'atomes d'un côté que de l'autre. Il faut 2 molécules de butane qui doivent réagir avec 13 molécules de dioxygène qui viennent de l'air. Et ça va nous donner 8 molécules de dioxyde de carbone et 10 molécules d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une combustion complète. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas assez d'air, plutôt s'il n'y a pas assez de dioxygène. On a toujours nos 2 molécules de butane, elles vont réagir cette fois, par exemple, avec 5 molécules de dioxygène. Avant, on avait 13, maintenant on n'a plus que 5. Donc, on n'a pas assez de dioxygène. Cette fois-ci, on a toujours une formation d'eau. Par contre, on voit qu'on n'a plus de CO2 qui se forme. Il n'y a plus que du C. Et le C, c'est tout simplement du carbone. Et le carbone, ça fait du charbon. Pas de quoi que ce soit de neige en plastique. C'est tout simplement que son briquet a un problème d'alimentation en air. Rien d'autre. Et ce petit problème d'alimentation en air, ça provoque un petit dépôt de carbone sur la neige. Voilà. C'est tout simplement ça, les traces noires. Du carbone. Ok, donc la neige ne brûle pas, et la théorie nous a expliqué pourquoi. Mais voilà, il reste des gens pas tout à fait convaincus par cette théorie qui en ont une autre à proposer. Et comme il n'y a plus de neige maintenant à cause du réchauffement climatique, petit bonhomme, ils font des fausses neiges. Cette neige-là, elle est pleine de plastique, c'est de la fausse neige, des hydrocarbonés. T'as qu'à aller sur le site de Snowmax, petit bonhomme. Alors, allez vous cultiver les Bac plus 6. Allez vous cultiver. Alors, puisqu'on nous y invitait si gentiment, j'ai été me cultiver sur le site de Snowmax. Il s'agit donc d'un produit qui est utilisé dans les stations de ski pour augmenter la production de neige dans les canons à neige. Il est constitué de protéines obtenues à partir d'une bactérie. On le dilue dans les réservoirs d'eau d'enneigement et il a un effet glacogène qui permet d'obtenir une plus grande quantité de neige avec de la neige qui tient mieux sur les pistes et même qui tient à une température un peu plus élevée que la neige naturelle. Et donc, c'est de l'hydrocarbone, oui, absolument. Donc, c'est des espèces de polymères. Il y a des espèces de plastoc là-dedans, tu vois. C'est des bactéries, le Snowmax. Il y a des bactéries, et tu liras. Snowmax. Et tiens, je vais même te montrer le Snowmax, c'est là. Regarde, sa composition. Snowmax. Hydrocarbone.
des huiles solvants. C'est pour ça que ça crame, c'est pour ça que la neige fait du noir. Là, il m'a un peu perdu. Donc, c'est quoi, alors? C'est des bactéries, c'est des polymères, c'est des hydrocarbures? Pourquoi il me parle de solvants? Donc, du coup, j'ai été vérifié sur la source qu'il donnait, parce que c'est toujours le principe de base, on l'a dit, vérifier les sources. Donc, voilà ce qu'on trouve dans le Snowmax. Ingrédients: huile, solvant, hydrocarbone, ok, alors en français on dit plutôt hydrocarbures, au passage. Mais c'est bizarre parce que du coup ce sont pas du tout des bactéries. Alors je suis remonté à la page d'accueil de ce site qui donne la composition du Snowmax, cenex.com. Et alors, qu'est-ce qu'on y apprend déjà sur Cenex? Bah effectivement, donc ils fabriquent des carburants, des lubrifiants. Donc ils sont dans le business du pétrole raffiné depuis 80 ans, donc c'est sûr que du coup ils connaissent les hydrocarbures, pas de souci. Et à propos de leur produit, le Snowmax, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc, alors on est toujours sur le site de Cenex, Et ben, Snowmax, c'est une huile de synthèse pour les moteurs à 2 temps, conçue spécialement pour les moteurs qui équipent les motoneiges. Pas les canons à neige, j'ai bien dit les motoneiges. Alors on trouve ça aussi sur eBay, par exemple. Voilà à quoi ressemble un bidon de Snowmax. Donc Snowmax, alors il est recommandé pour les motoneiges fabriqués par Polaris ou Skidoo. Voilà, donc Skidoo, c'est ça. Bon, bah alors super, mais alors à quel moment ça peut faire de la neige tout ça? Ben en fait ça peut pas, parce que c'est pas du tout le même Snowmax. Celui dont on nous a montré la composition dans cette vidéo, c'est le Snowmax en 2 mots, avec un W à Snow. Et le Snowmax qui est utilisé dans les canons à neige, c'est le Snowmax tout attaché, sans W. Non, j'avoue, c'était piégeux, mais du coup, donc, c'est pas le même. Donc, on a beau être un trou du cul pas cultivé, même sans faire la moindre recherche, il suffisait d'être attentif à l'orthographe pour ne pas se faire avoir. Comme quoi, c'est important, l'orthographe. Spécial dédicace à tous ceux qui nous reprennent toujours sur l'orthographe dans les commentaires. Représente l'orthographe. Les mecs ont raison, ça peut servir. Donc, voilà, il n'y a pas de solvant, il n'y a pas de polymère, il n'y a pas d'hydrocarbures ou je ne sais quoi dans ce Snowmax-là, qui était quand même à la base de la théorie de nos amis brûleurs de neige. Bon. Errare humanum est, tout le monde peut se tromper, mais de toute façon, je sais même pas pourquoi on parle de ce Snowmax-là, parce que qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a du Snowmax dans la neige, en fait, depuis le début, c'est un peu comme l'histoire de la tente en Slovénie, là on nous a balancé un truc qui, de toute façon, n'a rien à voir avec le sujet. Alors revenons aux fondamentaux, la méthode scientifique. Que nous a dit la chimie? La théorie exposée par Prométhium nous a montré que c'est la combustion du briquet qui dépose du carbone sur la neige. Autrement dit, cela ne vient pas de la neige elle-même. Autrement dit, si je prends de la neige qui s'est formée dans mon congélateur par exemple, ça devrait faire exactement la même chose qu'avec de la neige qui est tombée du ciel. Donc, nous allons procéder à une seconde expérience qui, d'après la théorie, va donner les résultats prévisibles suivants. Nous allons aboutir au même résultat qu'avec de la neige ramassée à l'extérieur, nous aurons un dépôt de carbone pareil. Vérification. Voilà, donc ça c'est de la neige pure, il n'y a pas de dépôt de Snowmax, ou de polymère, ou d'hydrocarbone, puisque ça sort directement du congélateur, donc on va en faire une boule, et puis on va essayer, donc, avec le briquet. Ben voilà, vous voyez déjà le dépôt de carbone. Voilà, donc on vient de vérifier en 2 minutes par l'expérience ce qui avait été démontré par la théorie. Voilà, donc là la preuve est flagrante, ce n'est pas du Snowmax, ce n'est pas du polymère, c'est une neige pure et elle, voilà, il y a un dépôt de carbone dessus aussi, comme sur les autres. Voilà. Maintenant, c'est super, j'ai le congélateur dégueulasse. Et que se passe-t-il dans le cas d'une source de chaleur sans combustion, comme par exemple avec une plaque de cuisson? Voilà, j'approche ma neige. Oui, alors, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc, là, effectivement, je me crame bien les mains, mais à part ça, on peut constater que, donc, il n'y a pas de dépôt de carbone sur le glaçon, qui par contre fond, forcément. Et donc, il n'y a pas de polymère ou d'hydrocarbone qui se consume. Il y a simplement de l'eau. Fin du débat. Alors,
Entendons-nous bien, hein, j'ai jamais dit que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème de pollution de l'air ou de la neige, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des techniques qui existent avec de l'iodure d'argent qu'on balance dans un nuage pour précipiter la pluie, éviter la grêle ou pour essayer de faire tomber de la neige, hein, mais ce qui est sûr, c'est que la neige est pas en plastique, hein, que c'est pas parce que vous avez un dépôt de carbone qu'il y a eu un épandage chimique, hein, faut respirer les gars. Alors, regardez, on a eu une pluviométrie exceptionnelle sur l'hiver 2018, hein, c'est Météo France qui le dit. De toute façon, vous l'avez bien vu, il y a eu des inondations partout en janvier, donc c'est complètement insensé de s'imaginer qu'on aura encore besoin d'aller faire tomber artificiellement de la neige. Il n'y a pas d'hydrocarbures dans la neige, vous pouvez vous vautrer tranquille dedans et en profiter tant qu'il y en a, bande de trous d'écus. Down in the snow, you see where it's turning black right there. Der Schnee schmilzt nicht. Плавится точно так же. Точно так же, как, да. It's not melting. So we've been sitting here watching all these videos on YouTube. It's supposed to be dripping water. It's turning black! Is anything melting at all? And then it's black. Looks like plastic. It's Georgia snow-like substance, but it's not snow. Mais vous pouvez faire autant de vidéos que vous voulez sur nous, il n'y a pas de problème. Ça nous fait de la pub. Ça marche comme ça, YouTube. Tiens, regarde le franc-maçon, le sioniste, regarde. Sur le dernier mois, je fais 110 000 vues. Hein, le bonobo? Oui, je vous censure parce que vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas la culture. J'accepte de parler avec les gens qui sont polis, vous êtes des branleurs. Et en plus, ils m'envoient des mecs, c'est qu'il faut des vidéos en cagoule, qui jouent au du pipeau. Ça fait vraiment le bizutage des écoles maçonnes. Savoir affiner son esprit critique et l'utiliser en permanence. Un devoir d'intervention de la part des intervenants. La censure, c'est la défiance, c'est la fermeture, effet boule de merde. Une forme de certification des organes de presse. La certification, les classements, la critique, à mon avis, c'est la même chose. Effet boule de merde et injure en plus. À mon avis, c'est pas ça qui réglera le problème. La vraie solution, c'est l'éducation. C'est donner à chacun les outils pour former son esprit critique. Alors je sais bien, hein, personne n'a envie de se coltiner la boule de merde. L'éducation, c'est compliqué. Ça ressemble un peu à l'histoire de Sisyphe, tout ça. Hein, Sisyphe qui avait osé défier les dieux. Alors il l'avait condamné à faire rouler un rocher jusqu'en haut d'une colline. Pas un mégalithe, hein, mais déjà un bon gros rocher quand même. Donc c'était pas évident. Surtout que juste avant d'arriver au sommet, le rocher il redescendait à chaque fois. Et traquer les fakes sur les réseaux sociaux, c'est faire un peu comme Sisyphe, mais avec une boule de merde, quoi. C'est sans fin, il en arrive toujours un autre, et c'est pour ça que c'est à chacun de se doter des filtres qui lui permettront de garder son esprit critique en éveil, en permanence. Et à propos de Sisyphe, il faut écouter ce que nous disait Camus. Oh, fatch, des cons. Non, ça c'est moi qui dis. Camus disait que, certes, la tâche de Sisyphe est absurde, hein, parce qu'il est condamné à être malheureux, d'avoir l'espoir que sa pierre reste au sommet, et puis la voir redescendre, quoi. Il a de quoi devenir fou. Mais là où Sisyphe devient fort, hein, là où il devient un héros, c'est quand il réalise qu'il n'y arrivera jamais, mais il décide de continuer malgré tout. Rien que de lutter pour ramener la pierre au sommet, c'est une manière de s'accomplir en tant qu'homme, hein, et de s'affranchir de l'absurdité du monde, quoi. Et Camus écrivait, et il faut imaginer Sisyphe heureux. Regarde, ah, voilà. Que l'obscurantisme retrouve l'obscurité. Ah non, vous allez rire. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Mais ça c'est rien de le dire.